Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue sur Leadershift. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nicole. Bonjour Nicole. Bonjour Vincent, je suis très heureuse d'être là dans ton podcast. Merci, ça me fait plaisir aussi. On a eu quelques discussions avant pour préparer cet entretien, sur LinkedIn aussi, et tu m'as dit que tu t'intéressais au New Work. Mais avant ça, j'aimerais que tu nous dises un petit peu qui tu es, et puis alors, après, pourquoi tu t'intéresses à ce New Work? Alors, donc, moi, comme tu as dit, c'est Nicole Kiesauer. Donc, comme on entend déjà, c'est un nom allemand. Donc, moi, je suis d'origine allemande. J'ai passé de longues années en France avant d'arriver en Suisse il y a 6 ans. Et donc, me voilà ici. Et effectivement, je m'intéresse beaucoup d'un côté à la sociologie, au développement de notre société, surtout en lien avec le monde professionnel. Et du coup, par le gros mot ou le gros terme en ce moment, c'est le New Work. Et moi, je trouve que c'est un sujet vraiment intéressant, surtout aussi parce qu'en ce moment, avec la période du Covid, c'est revenu. C'est pas un sujet qui avait disparu, mais maintenant, il a vécu, d'après moi, une vraie accélération. D'accord. Alors, comme on dit en français, le New Work, hein, donc the Oui, New voilà. Work, voilà, exactement. Est-ce que tu peux nous dire, parce que moi, j'en ai pas beaucoup entendu parler avant que tu m'en parles, et puis je pense du coup mes auditeurs pas forcément non plus. C'est quoi le New Work? Alors, le New Work, effectivement, c'est un terme anglais, donc c'est des nouvelles méthodes de travail. Mais peut-être on va commencer vraiment au début, donc pour dire aux auditeurs aussi d'où vient vraiment réellement ce terme. Donc, en fait, il n'est pas si nouveau que ça. Donc, même si tu me dis que tu n'as pas entendu parler, mais ce terme, il existe en fait déjà depuis fin des années 70, début des années 80. C'est un terme qui était créé par Fritjof Bergman aux États-Unis. Il a créé un premier centre de New Work en 84. Et en fait, son but, c'était plus ou moins de donner un sens au travail. Donc lui, il trouvait que pendant l'industrialisation, le seul but qu'on avait plus ou moins dans le travail, c'était de faire une tâche précise, de gagner de l'argent, et pour l'entreprise, c'était d'utiliser en fait l'employé ou le collaborateur pour satisfaire le client, pour produire et pour faire de l'argent. Et lui, il voulait inverser cette logique et de dire non, le travail, il doit servir à l'être humain, au collaborateur. Il doit lui fournir en fait une source de, on va dire, motivation, satisfaction et bien-être. Donc en fait, en des mots simples, il a dit qu'il voulait créer un travail qu'on a vraiment, vraiment envie de faire. Ça, c'est intéressant parce que, en fait, dans les années 60 déjà, il y a pas mal de théoriciens de l'organisation qui commençaient déjà à parler de ce genre de... Enfin, c'est contre la vision mécaniste de l'entreprise, hein, contre le taylorisme en particulier, contre le management scientifique très orienté objectif, mesure, etc. Et donc, quelque part, c'est pas étonnant que dans les années qui suivent, 70 et 80, il y ait quelqu'un qui se dise mais il faut qu'on puisse faire autrement parce que le travail que orienté sur la tâche, c'est quand même pas hyper motivant, ouais, c'est ce que tu dis, est-ce que c'est vraiment des travaux que j'ai vraiment envie de faire? Puis la réponse, c'est évidemment non. Donc c'est très intéressant. Donc le terme, c'est ce monsieur qui l'a inventé. Qu'est-ce qu'il en a dit d'autre, ou qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le New Work? Alors, bon, après, en fait, lui, il a inventé ce terme, il a disparu un peu, il est revenu. Mais il n'est pas revenu qu'aujourd'hui. Mais moi, franchement, vu que c'est quand même un sujet qui m'intéresse beaucoup, j'en ai parlé ou j'en parle autour de moi, en fait. Donc, la première réaction ou les premières réactions que j'ai aujourd'hui,
c'est soit on me dit ah ouais c'est cool en fait le télétravail moi j'aime beaucoup, ou les gens me disent ah non arrête j'en ai vraiment marre d'entendre tout le temps les termes agiles, j'en ai marre. Donc ça c'est un peu les deux choses que j'entends aujourd'hui, enfin dans le contexte aussi bien sûr du Covid, hein, et des changements qu'on voit qui se passent aujourd'hui par rapport à ça, hein. Et pour moi, euh, personnellement, c'est beaucoup plus large, hein, le terme de New Work. C'est pas ça, seulement un concept avec des points à mettre en place dans une entreprise, hein. C'est pas non plus seulement des nouvelles méthodologies, des méthodologies de gestion de projets agiles. C'est pas non plus juste le Scrum, c'est pas non plus juste le télétravail ou des boissons gratuites pour le collaborateur, hein. Donc pour moi, la base en fait du New Work, c'est vraiment l'idée en fait qu'il y a eu Fritjof Bergman. Donc c'est de créer du travail qui a un sens. Donc il y a un sens pour le collaborateur et aussi pour l'entreprise. Et le sens pour moi, ça ne peut pas être de satisfaire le client, de gagner de l'argent ou de produire. Pour moi, ça c'est un résultat. Donc il y a un sens plus large, hein, qui effectivement a été perdu aussi beaucoup pendant l'industrialisation. Mais normalement, un entrepreneur, il crée son entreprise parce qu'il a envie de quelque chose beaucoup plus important que de gagner de l'argent. Donc pour moi, ça c'est la base, hein, du New Work. J'ai écouté un podcast de McKinsey aujourd'hui, dans laquelle c'était l'ancien patron de Unilever qui parlait et qui disait que on s'est complètement perdu avec cette espèce de capitalisme débridé en fait, où c'était résultat. Et il disait il faut vraiment qu'on prenne en compte. Lui disait profits, people, planet. Mm-hmm. Tu sais, c'est le développement durable dont j'ai parlé d'ailleurs avec Claudine au dernier épisode, hein. Il y a le côté économique, il y a le côté social et le côté environnemental, on pourrait dire. Et donc, Berkman, est-ce que lui, c'est aussi cette idée de reconnecter le travail à d'autres choses qu'il avait, selon toi? Pas que je sache. En fait, j'en ai pas lu en fait sur ça. Pour moi, c'était vraiment juste lié à ça. Mais en fait, que je voulais peut-être rajouter aussi, c'est qu'effectivement, il y avait une époque, hein, où ça avait du sens de faire de l'argent ou de travailler pour avoir quelque chose à nourrir sa famille, etc. Donc l'après-guerre, par exemple aussi, hein. Donc je pense que les gens, ils n'avaient pas peut-être vraiment, ça n'existait pas vraiment, tu vois, ce travail avec un sens. Le sens, c'était de faire de l'argent, de nourrir sa famille prioritairement. Et de se reconstruire peut-être. Mais aussi, au cours du temps, la société, elle change, hein, aussi le besoin de la société, de l'être humain change. Et du coup, je pense aussi que le monde du travail doit changer. On peut pas rester sur quelque chose qui a fonctionné des années en arrière. Bon, d'ailleurs, c'est ce qu'il disait, hein, le patron d'Unilever. Il disait, c'est vrai que à la base, le capitalisme, bon, c'est une théorie économique, mais c'était juste essayer de cadrer un petit peu l'activité économique. Mais les gens ont toujours considéré l'activité économique comme une activité parmi d'autres. Il y a le développement de la famille, etc., etc. Et lui disait que ce que tu dis, c'est que c'est le moment de revenir à quelque chose qui est plus global, qui est plus intéressant pour les parties prenantes. Alors lui, dans les parties prenantes, il met un peu tout le monde, mais l'employé est clairement une des parties prenantes du travail. Ce qu'on peut avoir tendance à oublier, hein, avec des structures assez hiérarchiques, assez top-down, hein, command and control. Peut-être qu'on dit l'employé, non mais c'est juste quelqu'un qui va faire un job et puis ça s'arrête là. Et donc, alors c'est intéressant parce que depuis un certain nombre d'années, on sait qu'au niveau motivationnel, c'est vraiment pas bon, hein. C'est même très très mauvais. Les gens sont désengagés au travail. Tu citais une statistique à propos de ça quand on parlait. Tu disais quoi, 80% des gens ou... Alors il y a un institut, l'Institut Gallup, qui fait ou qui a créé en fait un index d'engagement des employés. Donc il fait des études régulièrement. Donc la dernière étude qui était faite en Suisse a révélé que presque 80% des employés sont soit désengagés
où ils font seulement le strict minimum de ce qu'ils doivent faire. Et moi, je pense que pour une entreprise, c'est une perte énorme. Et pour moi, c'est une perte énorme de potentiel, de performance. Et moi, je pense que c'est aussi une perte énorme au niveau des finances, au niveau des chiffres. Et d'ailleurs, Vincent, j'ai trouvé une autre chiffre dans un article du Forbes en ligne qui disait qu'aux États-Unis, c'était un article de 2019, aux États-Unis, on estime que les entreprises y perdent par an 500 milliards de dollars à cause de ce désengagement des employés. Ouais. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Donc, c'est d'autant plus. Moi, ce que je trouve bizarre dans cette histoire, c'est que même si je suis la caricature du capitaliste qui n'est intéressé que par les profits, même si je suis cette personne-là, la meilleure manière d'avoir des profits, c'est d'avoir des employés engagés, en fait. C'est-à-dire, c'est de dépenser un peu d'argent et de temps à m'occuper d'eux, à dire, ah ben oui, tiens, alors, c'est pas une question de mettre des tables de billard, comme tu disais, ou des baby-foot mais question de m'occuper d'eux, de savoir comment ils vont, de leur parler, etc. Donc, même si je suis cette espèce de caricature, pour avoir de bons profits et une bonne rentabilité, je dois m'occuper des gens. Je peux pas juste leur donner du boulot comme on donne un os à un chien, quoi. C'est vraiment bon, l'image est peut-être un peu forte, mais j'ai vraiment des fois l'impression que c'est ça qui se passe. Et alors autour de moi, je vois pas mal d'entreprises qui font des efforts dans ce domaine-là, hein, mais je suis pas sûr que ça soit encore suffisant, en fait. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'on voit souvent ces nouvelles méthodes de travail dans les nouvelles entreprises qui se créent maintenant. Il y a beaucoup d'entreprises, pas seulement en fait, il y a aussi des grandes entreprises qui ont commencé déjà il y a des années à changer quelque chose. Mais je pense que l'entreprise typique, la grande entreprise qui existe depuis longtemps, oui, là, c'est quand même difficile. Et j'ai aussi l'impression que parfois dans ces entreprises, on vit encore dans l'industrialisation où on pouvait remplacer l'employé du jour au lendemain. Et on trouvait en fait des gens sur le marché comme ça facilement. Et aussi, on trouvait en fait, on n'avait peut-être pas non plus besoin d'avoir des employés tellement spécialisés ou bons dans différents domaines. Donc, je pense que oui. Et le problème, c'est que, on le connaît tous. Déjà, le changement, c'est dur pour nous, pour tout le monde. C'est long. Et finalement, en fait, je pense que l'argument, c'est peut-être aussi de dire, on a toujours fait comme ça a bien marché. Ouais. On n'a pas vraiment des problèmes sur le marché. On fait toujours des chiffres. On fait peut-être pas autant qu'on pouvait vraiment faire, mais on fonctionne. Et voilà, donc il y a peut-être pas non plus une réelle motivation pour les grandes entreprises de changer quelque chose. Ou les grandes ou les petites, parce que moi je suis sûr qu'il y a aussi des PME où c'est, enfin, moi j'ai des exemples de cadres que je forme par ailleurs dans des centres de séminaires ou etc. où ils me disent, écoute, moi j'ai 30 collaborateurs à gérer. Mon record là c'est 45. C'est j'ai formé un cadre qui avait 45 collaborateurs. Et si tu considères la personne que tu engages comme une personne, tu peux pas avoir 45. C'est humainement pas possible de gérer 45 personnes. Donc, c'est-à-dire que tu considères pas ces collaborateurs comme des personnes. Tu les considères comme des bras puis des mains un peu animés. Alors, ils sont un peu, exactement, des outils, des instruments. Et je me disais, waouh, c'est incroyable, quoi. Et donc, il y a beaucoup de PME qui fonctionnent sur des modèles qui sont d'anciens modèles économiques, d'anciens modèles sociologiques aussi. Et à ton avis, c'est dû à quoi ça? Comment ça se fait qu'on a autant de retard? C'est une bonne question. Moi, je pense que c'est parce qu'on fait ce qu'on connaît. Déjà une chose, ça c'est une chose. Je pense qu'il manque certainement aussi des connaissances. Il manque peut-être aussi un peu de courage, de se dire on va changer quelque chose qui est quand même assez nouveau, qui est quand même, je pense, dans notre tête ou dans nos têtes aussi d'être humain un peu rationnel, qui est quand même risqué parce qu'on ne sait pas.
vraiment ce qui va se passer. Est-ce que ça va vraiment fonctionner? Est-ce que ça va vraiment augmenter le potentiel? Oui, je pense que c'est quand même un peu, ouais, je pense qu'on reste sur ce qu'on connaît. Après, moi, je pense aussi que c'est une question de personnalité, hein. Donc après, qui est-ce que je veux être? Est-ce que je veux être un coach? Est-ce que je veux être un vrai leader, quelqu'un qui prend soin de mes employés? Ou est-ce que je veux être un manager qui fait du micromanagement, qui veut contrôler, qui veut avoir un poste de pouvoir? Donc oui, je pense qu'il y a quand même beaucoup de facteurs là-dedans. Ouais. C'est un peu la conclusion à laquelle je suis arrivé aussi. Je pense qu'il y a un certain confort parce que les gens disent ça marche. Bon. Mais en fait, c'est quoi qui marche? Parce que, alors oui, économiquement, ça marche, mais c'est de nouveau, je reviens au patron d'Unilever du podcast que j'écoutais ce matin. Oui, ça marche économiquement, mais socialement, est-ce que ça marche? Écologiquement, est-ce que ça marche? Je veux dire, de ces deux points de vue-là, on s'est jamais aussi mal porté que maintenant. Du point de vue économique, on se porte bien. C'est vrai que la pauvreté a tendance à reculer dans le monde, globalement, hein, pas localement, mais globalement, tu regardes les indices, ça monte, c'est parfait, bravo, magnifique. Oui, mais tout le reste, je suis pas sûr qu'on ait tant avancé que ça. Donc, c'est une question de quel est l'objectif que tu te fixes. Et je pense que tu as raison. Bah, moi, j'ai créé une entreprise, pourquoi? Pas pour faire de l'argent. Bien sûr, il faut que je me nourrisse. J'ai une famille, j'ai une maison, bien sûr, mais parce que je voulais aider les gens, parce que je voulais aider les managers, parce que je voulais pouvoir avoir une influence, amener des nouvelles connaissances en particulier aussi. Bien sûr que je vais faire de l'argent avec ça, mais c'est pas. Moi, je connais très peu de gens, d'entrepreneurs, qui disent je vais faire de l'argent. Je ferai n'importe quoi au monde pour faire de l'argent. Non, ils ont une passion, ils ont une idée. Donc, je pense que c'est vraiment le moment pour ces gens-là en particulier de se dire bon, je voulais déjà pas faire que de l'argent au départ, mais maintenant j'ai ce new work qui vient, qui pourrait m'aider à finalement je sais pas, réfléchir autrement à mon entreprise, à mon job, quoi. Et il y en a, en fait, il y a des entreprises qui font ça. Il y a des entreprises enfin, moi personnellement, j'en ai entendu presque tout le temps des petites structures, hein. Ok. Donc, mais il y a des entreprises. Récemment, j'ai lu sur un exemple d'un coiffeur en Allemagne qui a réduit pour son personnel, en fait, les jours de travail de 5 à 4 avec le même salaire, les mêmes conditions. Donc, il y a d'autres aussi, ça, je pense que c'était plutôt des startups ou des entreprises dans l'informatique qui ont réduit, en fait, des heures journaliers de 8 à 6. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a quand même toujours un retour positif. Il y a toujours au début une phase pour s'y habituer, pour accepter ce changement, mais à la fin, je pense que pour les gens, pour les salariés, c'est vraiment un bon moyen aussi de retrouver plus d'équilibre dans leur vie privée et aussi de travail. Donc, dans ces deux exemples, les retours que j'ai lus ou que j'ai vus aussi, c'était que positif. J'ai aussi, j'ai plus suivi ça en détail récemment, mais j'ai entendu aussi qu'il y a des grandes entreprises aussi qui ont fait des essais avec ça, qui ont pu augmenter leurs résultats en un an, en mettant en place, en fait, de nouvelles structures, hein. Ah oui, donc un retour sur investissement qui est quand même rapide. À une année, c'est pas beaucoup, hein. Ouais. Enfin, je pense que je dirais, en fait, un année après avoir mis en place, hein. Ouais. Donc, Ah je oui, pense ok. que le changement, mettre en place la structure, vraiment avoir quelque chose qui fonctionne pour l'entreprise. Et ça prend quand même aussi un peu de temps, hein. Mais après, je pense, moi, je suis convaincue de toute façon que ça peut être que positif, parce que pour moi, je pense que dans ma logique, ça fait du sens. Le reste, Ouais. comme tu l'as déjà dit, c'est quand même un peu paradoxe, en fait, de se dire de rester sur l'ancien, de pas voir en fait comment je peux exploiter ce potentiel que j'ai, garder aussi les employés que j'ai. Euh, oui, je pense que c'est quand même une avantage. Il y a beaucoup d'avantages pour l'entreprise, aussi Ouais. financièrement. Je suis Ouais. convaincue. Ouais. Donc en fait, New York, c'est pas tant
une espèce de méthode à appliquer que une manière de réfléchir à comment je peux concilier les besoins et intérêts de l'ensemble des collaborateurs, des managers, du patron, etc., pour arriver au fameux résultat économique, social et écologique, quoi. C'est une manière de réfléchir ou d'ouvrir l'esprit. C'est ça, selon toi? Pour moi, ça c'est la base. Hein. Hmm. Ça c'est ce qu'il faut avoir avant de mettre en place des concepts, des structures. Parce que derrière cette base, il y a bien sûr plein de choses différentes qu'on peut faire. Hein. Donc, on a déjà mentionné réduire les heures de travail, les jours de travail. Toi, tu connais très bien, c'est aussi les formations de leadership, de new leadership. Hein. C'est aussi il y a aussi un terme de servant leadership. Donc là où le manager, il est là pour s'occuper, on va dire, de ses collaborateurs, pour faire de manière à les coacher, à les motiver, à les aider en fait à être on va dire une meilleure version d'eux-mêmes. Il y a des termes comme du job sharing. Donc ça veut dire on travaille plus en fait dans des départements tous les jours sur les mêmes tâches, mais on travaille en projet. Donc du coup par projet, par sujet, ça peut être des gens différents qui viennent travailler, ça peut être des managers différents. Donc selon les connaissances qu'on a, les compétences qu'on a, il y aura un leader. C'est pas le manager hiérarchique, hein, forcément. Il y a aussi des entreprises où l'équipe va choisir le manager. Donc le manager, il va pas être imposé par le grand management au-dessus. Il y a le terme de job crafting aussi, donc où on peut, en plus des tâches qu'on a, ajouter des tâches qu'on pense qui font du sens et qui sont motivants pour soi-même. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités qu'on peut faire. Hein. Donc c'est aussi le télétravail. Hein. Donc des choses qu'on connaît, c'est aussi le Scrum, c'est aussi l'agilité, c'est tout ça en fait. Et il y a même des entreprises qui travaillent avec ou qui sont organisées comme une démocratie. Donc ils prennent des décisions ensemble. Il y a des équipes qui se managent elles-mêmes, qui n'ont pas de leader, qui prennent ou qui partagent les responsabilités. Donc il y a vraiment beaucoup qu'on peut faire concrètement. Et du coup, ça peut être aussi d'une entreprise à un autre des choses complètement différentes, hein, selon les besoins, selon les structures. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire, aussi concret. Mmh. Ouais. Bon, en même temps, quand je t'écoute, je me dis, ouais, évidemment, si moi je suis patron de PME, j'ai 50 personnes, c'est moi le patron, j'ai pas de manager, c'est moi qui décide tout, ça va vraiment me faire peur tout ça, parce que, enfin, t'es en train de me bouleverser complètement toutes mes habitudes, tous mes repères, je suis complètement paumé. Et on sait, hein, chez les gens, quand la perte de repères, il vient la peur derrière, et la peur, c'est pas tout à fait optimal pour le changement. Donc c'est vrai que ce côté-là, je pense qu'il y a un peu de pédagogie à faire peut-être avec cette manière de voir les choses, parce que c'est un peu peut-être ce qui a pu rater avec Agile ou Scrum, je sais pas. J'ai des fois l'impression, comme tu as dit, les gens sont fatigués d'entendre ces termes, et parce que peut-être qu'on les a pas beaucoup écoutés, on leur a asséné dans la tête, il faut faire de l'Agile, il faut faire de l'Agile. On dit oui, mais bon, est-ce que c'est bien tout le temps? Donc, peut-être un petit peu de pédagogie et puis d'écoute à faire vis-à-vis de ces gens qui disent non, c'est nul, je veux pas faire de New Work. Ok, ben écoutons-les, regardez où sont les résistances et les difficultés. Euh, Maintenant, ma question que je me pose, c'est bon, moi je suis patron, hein, on prend notre patron de PME, il écoute le podcast, il se dit yes, let's go New Work. Le problème, c'est il commence où? Il commence par faire quoi en fait? Alors moi, je pense, pour moi, toujours, c'est comme pour, on va dire pour tous les projets aussi, en fait. Hein. Je peux pas commencer juste, je prends comme exemple les projets informatiques. Hein. Je peux pas juste mettre en place un outil et après dire aux gens, maintenant vous travaillez avec. Donc, je dois avoir une organisation derrière. Je dois avoir une base derrière. Donc, si je mets en place un nouveau processus,
il faut que ce processus il soit vécu par les gens qui travaillent avec ça. Donc moi je reviens toujours sur la base qu'on a déjà mentionné plus tôt, c'est que moi je commencerai toujours par définir mon but, mon sens dans l'entreprise, je parle, Ouais. mes valeurs, mes convictions. Et même là, il y a aussi en fait, on peut trouver. En plus, il y a des gens sur le marché comme toi, Vincent, en fait, qui sont coachs en entreprise et je pense qu'ils ont beaucoup d'idées pour aider, qui ont beaucoup d'expérience aussi pour accompagner. Et voilà, donc moi, je pense que je commencerai par ça. Après, je regarderai aussi, en fait, dans mes valeurs, comment est-ce que je veux pas juste les noter, en fait, mais comment est-ce que je veux les vivre et de voir après dans toute cette liste qu'on a eue avant, qu'on peut faire, de voir qu'est-ce qui correspond à mon entreprise. Qu'est-ce qui fait vraiment du sens à mettre en place. Parce que si j'ai, dans mon entreprise, si les gens, ils ont des fonctions où il faut être sur place, dans un bureau, où il faut aller chez le client, je peux pas dire on fait du télétravail, donc c'est clair. Donc il faut quand même trouver toujours la solution adéquate à chaque entreprise. C'est pour ça que c'est pas un concept qu'on peut mettre en place point après point après point. Mais peut-être que toi aussi, en fait, tu as fait des expériences déjà un peu avec les entreprises. Alors, en termes de New York, pas, parce que voilà, c'est pas encore complètement un sujet qui est commun. Mais là où tu as raison, c'est qu'il y a des entreprises qui se posent ce genre de questions. Et donc, ce que j'ai vu, par exemple, c'est une entreprise qui dit on a eu beaucoup de succès, mais on n'est pas sûr que notre modèle, ça soit le bon. Donc, faut qu'on rediscute un peu notre modèle. Faut qu'on rediscute notre operating system, on dirait, en termes informatiques. Donc, ça, pour moi, c'est une démarche de style New Work. On va redéfinir notre purpose, notre raison d'être, le sens de ce qu'on fait, etc. Et donc, après, on va du coup redéfinir certains processus parce que il faut que tout soit aligné avec notre raison d'être, etc. Donc, ça, pour moi, c'est une démarche New Work. Et c'est des boîtes, j'ai pas beaucoup de statistiques, mais celle-là, c'est une boîte qui va très très bien. Et je pense que c'est pas par hasard. C'est pas ah oui non, mais c'est parce que non, c'est des gens qui pensent comme ça. Donc ça se voit à travers toute l'entreprise. Les gens sont contents d'y bosser. Il y a une ambiance et puis une solidarité dans cette boîte qui sont extraordinaires. Et donc voilà, la boîte fonctionne bien. Les résultats économiques sont bons, les résultats sociaux sont bons. Donc je pense que ça c'est un bel exemple, quoi. Donc en fait, si je suis patron, je peux me renseigner et puis commencer par définir ces choses de très très haut niveau comme la raison d'être, les convictions. J'aime bien le mot conviction plutôt que valeur. Et puis travailler à partir de ça, à voir comment est-ce que dans toutes ces pratiques dont tu as fait la liste avant, qu'est-ce qui peut correspondre à ces convictions et à cette raison d'être. Ouais. J'aime bien ce petit déroulement tel que tu le donnes. Alors maintenant, si je suis manager, donc moi, je peux pas décider de choses comme ça. Maintenant, moi, je suis manager d'une équipe. Et puis j'entends New Work, je me dis ah ouais, qu'est-ce que ça veut dire pour moi en tant que manager? Alors, si je suis manager et j'entends ce terme de New Work et ça m'inspire, moi je pense que c'est déjà le premier pas dans la bonne direction. Et moi je pense aussi que même manager ou pas manager, on peut par exemple, si on prend une des choses qu'on a listées, on peut tous être des leaders. Donc on peut tous être en fait des gens qui inspirent d'autres personnes. On peut être quelqu'un qui aide au lieu de contrôler, qui encourage ou qui fait le possible pour que mes membres d'équipe, mes collaborateurs puissent réussir dans leur travail. Je pense qu'il y a des petites choses et je pense qu'il y a déjà des managers qui font ça aujourd'hui, parce que naturellement ils sont comme ça et parce que naturellement c'est leur style de manager. Donc moi je pense que ça c'est déjà beaucoup qu'on peut faire. Et
je pense aussi que si on fait un bon travail, on a éventuellement euh, le résultat que autour de nous, managers, leaders, par exemple, il y en a d'autres qui vont se dire, ah, mais pourquoi dans cette équipe-là, ça se passe aussi bien? Les gens sont là depuis des années, ils partent pas, ils sont super performants, ils sont jamais malades. Donc, peut-être il y a d'autres, en fait, qui vont regarder, dans cette équipe-là et s'inspirer. Et peut-être qu'ils vont reprendre cette façon de faire. Et après peut-être encore une autre équipe, jusqu'à ce que ça se répand et peut-être ça lance aussi un intérêt plus haut. Mhm. C'est cette idée, ouais, tu l'as dit avant, c'est cette idée du servant leadership, hein, le leadership de service, je sais pas comment faudrait le dire en français. En fait, si je suis manager, je me mets à disposition. Mais tu as raison, si je suis collaborateur aussi, en fait, hein, je me mets à disposition des autres. J'essaye d'être aidant ou encourageant plutôt que critique et contrôlant, par exemple. Donc, c'est cette idée moi, j'utilise l'image du chasse-neige, en fait. Hein, je suis, ou bien, tu sais, dans des courses cyclistes, hein, toujours un devant qui casse le vent. Alors il a toutes les mouches collées sur les dents parce qu'évidemment le vent va vite, etc. Mais lui, il fait l'appel d'air pour les autres et comme ça les autres derrière peuvent pédaler plus vite. Et après il change, hein, c'est quelqu'un d'autre qui vient devant. Donc je trouve que c'est une image qui est intéressante pour un chef d'équipe plutôt de se voir comme chef militaire, qui serait peut-être la pire des images, ou comme chef d'orchestre, c'est déjà mieux, mais je suis quand même toujours chef. Et je trouve cette idée d'aider l'équipe A, je trouve que c'est une belle idée. Donc, mettre à disposition, beaucoup développer de qualité d'écoute, parce que je pense que trop longtemps, on a dit que le chef, c'est celui qui parlait, c'est celui qui savait, c'est celui qui décide. Oh mon Dieu, c'est celui qui décide de tout et tout le temps. Et c'est insupportable pour tout le monde. Parce que le chef, lui, quand il a toute une entreprise, puis qu'il doit décider tout seul, eh ben c'est dur, quoi. C'est une pression qui est énorme. Donc c'est pas bon pour lui. Et puis les collaborateurs qui de toute façon, je m'en fous, mon chef décide tout le temps. Donc c'est bon pour personne cette idée de leadership. Et je pense que c'est le moment qu'on se dise, ben oui, il y a d'autres manières de faire. On peut écouter un peu plus, on peut faire participer un peu plus. Et ça, c'est vraiment, je pense, que c'est vraiment une direction qui me semble inévitable, quoi. Ouais. Alors finalement, si je suis collaborateur, on l'a dit un peu, je peux me mettre à disposition, je peux essayer d'être aidant. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je peux faire, moi, disons, à mon petit niveau en tant que collaborateur ou collaboratrice? Qu'est-ce que je peux faire comme collaborateur dans le New Work? Après, je pense comme collaborateur, déjà, c'est la même chose. Hein, il faut déjà que je sois ouvert pour ce changement aussi. Donc, ça, c'est difficile parce qu'on sait tous que l'être humain, il n'est pas trop fait pour le changement. Mais, en fait, j'ai lu aussi que psychologiquement, on a besoin, si on veut dire naturellement, biologiquement, on a besoin d'avoir un sens. Donc, c'est dans notre ADN. Il y a beaucoup d'expériences, il y a des livres, il y a des histoires qui démontrent que les gens qui ont trouvé un sens, qui ont des valeurs, qui ont des convictions, ils ont beaucoup de bienfaits. Ils ont une meilleure santé. Donc, ça, c'est dans notre nature. Donc, je pense que il faut peut-être mettre un peu de côté ce peur aussi de ce changement, être plus ouvert pour ça, parce que je pense que c'est vraiment pour notre bien. Après, je vois aussi que quand on est collaborateur dans une structure qui est pas du tout ouverte à ça, si même pas notre chef direct, il est ouvert à ça, ça va être vraiment très compliqué. Hein. Donc là, je n'ai pas vraiment l'idée idéale de ce qu'on peut faire comme collaborateur. Est-ce que toi, tu penses à quelque chose? Écoute, je pense que tu as donné le mot-clé, c'est le mot-clé d'ouverture, hein, c'est le fait d'être ouvert à ce qui peut arriver. L'autre mot qui va avec, alors c'est un mot qui a été trop utilisé, c'est le mot de flexibilité, ça veut dire de prendre les changements qui viennent avec un peu plus de positivité que ce que j'aurais naturellement fait. Et puis plutôt que de râler au prochain changement, de me dire, OK, attends, avant de râler, je me laisse la permission de râler, mais je vais peut-être me dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Comment je pourrais être peut-être un peu plus positif ou un peu plus, on l'a dit, encourageant
vis-à-vis de ces changements qui viennent. Parce que bon, dans n'importe quelle entreprise, il y en a des changements. Changement de chef, changement de collègue, changement de procédure, changement de machine. Il y a toujours des choses comme ça. Donc peut-être qu'en tant que collaborateur, même si je suis dans une boîte qui est pas très New Work, eh bien pour moi, en fait, pour mon propre bien-être à moi, être un peu plus flexible, un peu plus ouvert aux nouvelles choses, ça peut peut-être m'aider en fait. Et puis la meilleure manière d'être flexible et ouvert, c'est d'écouter ce podcast, évidemment. Mais voilà, je pense que c'est vrai que j'ai aussi tendance à penser que c'est plutôt en tant que patron ou en tant que manager que j'ai plus de responsabilité d'engager, je dirais, de déclencher l'effort New Work, je pense. Super. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu voulais dire à propos du New Work avant qu'on termine l'épisode, Nicole? Peut-être juste un dernier mot. En fait, moi, et c'est mon avis personnel, mais moi j'ai quand même l'impression que le New Work, il est devenu très important. Je l'ai déjà mentionné, on a vécu une accélération avec le Covid. Je pense que pour les entreprises, c'est important aussi de comprendre que ce n'est pas juste un trend qui va disparaître. Moi, j'y crois pas vraiment. Moi, j'ai vu autour de moi des entreprises déjà changer, déjà adapter en fait leurs procédures pour permettre au moins du télétravail, plus de flexibilité, plus d'équilibre dans la vie privée et professionnelle. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va venir. Et je pense que les entreprises aussi, les entreprises traditionnelles, bien sûr, ils doivent être ouverts à ce changement si elles veulent y bénéficier, si elles veulent trouver des employés vraiment en fait performants, s'ils veulent trouver les meilleurs employés sur le marché. Je pense qu'il faut être ouvert à ça parce que je pense que les demandes ils vont venir et encore plus avec les nouvelles générations. Donc je pense pas que ça va être un trend. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose si on veut pas être perdu dans ce développement, il faut être ouvert à ça. Ouais. Donc en fait, c'est presque plutôt le sens de l'histoire que juste une mode passagère. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que notre société, en fait, elle évolue toujours et on est en train d'évoluer. Oui, on a des nouvelles générations, on a des nouveaux besoins, on a des nouvelles attentes et je pense qu'on peut pas se fermer à ça. Je pense pas que les jeunes qui vont entrer dans le marché aujourd'hui ou dans les années à venir, ils vont vouloir être 5 jours par semaine, de 9h à 5h dans un bureau, à faire en fait des tâches bien définies, du matin au soir. Donc j'ai pas l'impression. Ouais, en fait, je pense que ce sera peut-être le mot de la fin, mais c'est vraiment c'est une opportunité à saisir parce que nous deux pensons que c'est pas juste une mode comme on aurait pu accuser, je sais pas, l'agile ou le leadership machin, leadership X ou leadership Y. C'est un peu le sens de l'histoire parce que notre société évolue et donc on est appelé à faire évoluer nos modes de gestion d'entreprise aussi et nos modes de leadership. Merci beaucoup Nicole pour ce super échange. Merci à toi Vincent. Et voilà, chers auditeurs, je vous souhaite une bonne fin de ce que vous êtes en train de faire, de journée, de soirée, de matinée. Et puis je vous dis au prochain épisode. À bientôt. Ciao.